Et je commencerai en vous accueillant tous pour cette conférence annuelle de l'École française d'Athènes. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver ici, vous tous, pour cette présentation du travail qu'a accompli l'École française pour l'année précédente, l'année 2013. Et c'est donc avec un très grand plaisir que je vous accueille ici pour ce soir. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les directeurs et directrices des écoles étrangères et des instituts étrangers de recherche à Athènes, chers collègues, agapiti synadelphi, chers amis, agapiti fili, Kyries και Kyrie, mesdames, messieurs. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir toujours plus nombreux à la présentation annuelle des travaux de l'école. Je suis d'autant plus fier et heureux ce soir que nous avons l'honneur et le privilège de recevoir en même temps Jean-Luc Martinez, le président du Louvre. Mais c'est surtout, c'est à cette raison qu'il vient ici, l'ami et l'ancien membre de l'école française qui nous fait l'honneur de venir ce soir nous présenter la restauration de la Victoire de Samothrace. Je le remercie très vivement, en notre nom à tous, car je sais que son calendrier est très chargé et je ferai donc une présentation abrégée ce soir des travaux pour lui permettre de nous présenter ce que vous attendez tous avec impatience, la présentation des travaux de restauration sur cette prestigieuse statue. Με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι όλο και περισσότερους στην ετήσια παρουσίαση του έργου της Γαλλικής Σχολής. Είμαι ακόμη πιο χαρούμενος αλλά και υπερήφανος απόψε γιατί έχουμε τη τιμή και το προνόμιο να είναι μαζί μας ο Jean-Luc Martinez, πρόεδρος του Λούβρου, αλλά κύριος φίλος και παλιό μέλος της σχολής μας. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση του έργου της σχολής του έτους 2013, θα ήθελα να απευθύνω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στις ελληνικές αρχές που επέτρεψαν τη διεξαγωγή των ερευνών μας. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, τη Γενική Γραμματέα, η κυρία Λίνα Μεντώνη, την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, την κυρία Βλασάκη, καθώς και τις διευθύντριες κυρίες Νικολέτα Βαλάκου, Ευγένεια Γερούση και Άννα Βενιέρη, για την στενή και ειλικρινή μας συνεργασία, όπως και τον κύριο Σβολόπουλο, προϊσταμένο της Διευθύνσης Αναστήλωσης. Όπως κάθε χρόνο, οι συναδελφοί μας στις κατατόπους εφορίες μας επιφύλαξαν μια φιλική και ενκάρδια υποδοχή και διευκόλυναν το έργο μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τις κυρίες Νικολαίδου, Δαδάκη και Μαλαμίδου στη Καβάλα, την κυρία Ψαλτή στους Δελφούς, τον κύριο Χατζηδάκη στη Δήλο, τις κυρίες Παπαδημητρίου και Μπανάκα στο Argos και την κυρία Sofianou στη Κρήτη. Avant de commencer cette présentation annuelle de l'œuvre de l'école, je voudrais adresser mes remerciements les plus vifs aux autorités grecques qui nous ont permis de conduire nos recherches en 2013. Au ministère de la Culture, Madame la secrétaire générale Lina Mendoni, la directrice générale des Antiquités, Madame Maria Vlasaki, ainsi que les directrices, Mesdames Nicoletta Valacou, Evienia Yeroussi et Anna Vienieri, et au service des anastylos, des restaurations, le directeur, M. Zvolopoulos. Nous avons trouvé, comme chaque année dans les éphories auprès de nos collègues, le meilleur accueil à Kavala, auprès de Mesdames Nicolaïdou, Dadaki et Malamidou, à Delphes, auprès de Madame Salti, à Delos, auprès de M. Hadzidakis, à Argos, auprès de Mesdames Papadimitriou et Banaka, et enfin en Crète, auprès de Madame Sofianou. Qu'ils soient tous et toutes remerciés. Enfin, je n'oublie pas le directeur de l'Institut français de Grèce, M. Olivier Descotes, avec qui nous collaborons régulièrement et qui nous offre ce soir, et comme chaque année, l'hospitalité si confortable de l'amphithéâtre Théo Angelopoulos. L'année 2013 fut pour l'école une année marquante. L'attribution par la mairie d'Athènes d'une des places les mieux situées de la ville à l'helléniste Jacqueline de Romilly est une distinction qui a honoré toute la communauté des chercheurs français qui travaillent sur la Grèce antique. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Michel Zinc, ainsi qu'un certain nombre d'académiciens et de professeurs venus spécialement de France, ont assisté à la cérémonie le 17 septembre 2013.
en présence de Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing. Deuxième fait marquant qui s'est achevé ces derniers jours, comme vous avez pu le constater dans la presse, l'instruction du dossier de classement de l'École française d'Athènes au patrimoine architectural de la Grèce. La procédure a abouti au classement comme monument historique du bâtiment central construit en 1872 par l'architecte Eugène Trump. Cette reconnaissance est un grand honneur pour l'école fondée en 1846. C'est l'intégration de l'école dans ses bâtiments et dans l'histoire de la Grèce. Cette reconnaissance est donc un honneur, mais il n'est pas toujours facile de vivre dans une maison, de vivre et de travailler dans une maison aussi ancienne. On a évidemment des problèmes de propriétaires de vieilles maisons et les travaux sont abondants. Je signale, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qu'il a fallu fermer la salle de conférence, l'ancienne, pour mettre en place une salle provisoire dans l'ancien atelier des moulages que l'école avait ouvert à la suite des fouilles de Delphes, que nous avons rénové et qui fonctionne aujourd'hui comme salle provisoire de conférences et de séminaires, telle que vous l'avez pu la tester à partir du mois de janvier 2014. À l'école, sont arrivées les tout dernières recrues pour venir compléter l'équipe de direction, en la personne de Madame Anne Roffrich, qui prend en charge le service des archives scientifiques et administratives, et de Monsieur Arnaud Contentin comme responsable administratif. Avec leur installation, s'achève le renouvellement des équipes entrepris depuis 2011, soit plus d'une quinzaine de recrutements, et le renouvellement de tous les cadres. Le succès des opérations et des actions que nous avons organisées cette année, et dont je vais vous donner un aperçu rapide ce soir, repose sur l'énergie et le dévouement de tout le personnel de l'établissement que vous voyez ici rassemblé, non pas aujourd'hui sous la pluie, mais au mois de janvier, au début de cette année, et ça ressemble évidemment au temps que nous avons aujourd'hui. Nous avons aussi bénéficié des moyens financiers ou humains que nos partenaires, dont le nombre ne cesse d'augmenter, ont bien voulu mettre à notre disposition. Vous en avez ici la liste rapidement dans des institutions françaises ou des institutions grecques, et ainsi que des partenaires privés. En 2013, de nombreux projets ont été lancés avec succès dans les différents services de l'école. Je vous les signale rapidement. Ainsi, à la bibliothèque, qui reçoit un nombre croissant de visiteurs, 9400 en 2013, un recensement des collections patrimoniales a été lancé, qui a permis de repérer 6000 ouvrages dont la date d'édition est antérieure à 1900, et on leur a consacré un portail dédié sur le site internet de l'école avec des ressources spécifiques présentant régulièrement un ouvrage différent et mettant en avant des numérisations d'ouvrages pour les rendre accessibles. Ici, le volume de Pitakis sur l'ancienne Athènes, numérisé par le musée épigraphique à partir de l'exemplaire de l'École française d'Athènes de la bibliothèque. Aux archives, le service a poursuivi son travail de collecte des documents et de numérisation, mais a commencé des opérations de valorisation du fonds d'archives. Nous possédons un fonds d'archives très important de dessins et de relevés et de photos. Ainsi, à l'occasion du colloque international sur la peinture antique, une exposition a été organisée à l'école pour présenter un ensemble de relevés aquarellés des peintures déliennes qui avaient été réalisées de 1904 à 2001. L'exposition a été inaugurée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Michel Zinc. Aux publications ont été éditées, outre la revue, le bulletin de correspondance hellénique, des monographies qui montrent l'éventail des activités de l'école, l'une portant sur Malia, l'autre sur Chypre, un choix d'inscription de Delphes, qui est un véritable manuel d'épigraphie et d'histoire pour les jeunes chercheurs et pour des chercheurs avancés, des actes de colloque relevant des deux sections, de la section antique et de la section contemporaine, ainsi que la version grecque du guide de Thasos, qui connaît un très grand succès dans le nord de la Grèce. Le service informatique a continué d'enrichir les services offerts à nos chercheurs. Vous savez que l'École française d'Athènes travaille avec des chercheurs mobiles ou nomades qui relèvent d'institutions installées en France ou à l'étranger, plusieurs centaines, et ils sollicitent énormément l'école pour des services en ligne que nous leur offrons. Le site internet de l'école a été rénové en 2013 et ouvert en 2014, et de nouvelles ressources sont proposées. En collaboration avec le service de topographie de l'école, le système d'information
géographique de Délos, qui avait été mis au point et ouvert en 2012, a été amélioré et complété en 2013 avec des services qui permettent d'accéder par Internet à l'ensemble de la documentation, pour l'instant numérisée, graphique et photographique, ainsi que des textes qui sont issus du guide de Délos et qui sont utilisables directement dans le cadre de ce SIG. Ce système d'information est étendu à d'autres sites de l'école, car c'est un moyen de gestion des archives scientifiques et en même temps des vestiges. Il est en cours de réalisation à Dikilitash, à Malia, ainsi qu'à Sovian en Albanie, où des tentatives sont faites pour intégrer de la numérisation 3D des paysages au sein de cet outil, pour permettre aux chercheurs de travailler où qu'ils soient sur leur documentation. En collaboration avec l'école anglaise depuis plusieurs années, la chronique des fouilles en ligne a été enrichie d'une fonction qui permet maintenant l'interrogation à partir de cartes, chacune de ces cartes faisant apparaître les fiches récentes qui ont été rentrées sur les dernières fouilles, et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par les chercheurs et qui remplace la version papier qui existait auparavant. Enfin, la vidéothèque de l'École française d'Athènes est maintenant en service et la quasi-totalité des manifestations scientifiques sont enregistrées et mises en ligne très rapidement après, en particulier la série des conférences mensuelles du jeudi que nous avons organisée en 2013. Comme vous le savez, l'École française est aussi un institut de formation. Je passerai rapidement ce soir sur cet aspect, même si c'est un aspect qui nous occupe énormément. Elle accueille de très nombreux étudiants en stage ou en études, en particulier par le système de bourses qu'elle distribue. En 2013, une cinquantaine de bourses d'un mois ont été attribuées. Vous voyez ici la répartition par nationalité et la répartition par spécialité. Nous couvrons un nombre de nationalités très grand et nous cherchons à couvrir aussi des spécialités très diverses pour alimenter les programmes de recherche et nourrir la recherche de ces jeunes chercheurs. Par ailleurs, plus de 200 étudiants ont été encadrés sur les fouilles ou dans des séminaires spécialisés de formation doctorale. Ces séminaires sont organisés soit en collaboration avec des universités françaises, soit en collaboration avec des universités grecques, l'université d'Athènes ou l'université de Thessalonique, et nous accueillons ces étudiants toujours très nombreux sur ces stages. Nous accueillons aussi de peut-être futurs archéologues par le biais d'une collaboration avec le lycée franco-hellénique d'Athènes, mais aussi avec des lycéens venus de France que nous recevons au siège pour leur faire visiter l'école, ou bien sur les sites, ou bien dans le cadre de la convention avec le lycée français, dans le cadre d'ateliers de formation à la mosaïque, la sculpture, la restauration. L'encadrement est fait par le personnel de l'école et par le membre qui y consacre du temps régulièrement chaque année. La recherche à l'école occupe la partie essentielle de notre activité, y compris en 2013. Les travaux ont été très nombreux. Comme chaque année, il revient à la direction des études, à Maria Kouroukli, qui est en charge de la section moderne et contemporaine, et à Julien Fournier, qui est en charge de la section antique et byzantine, d'organiser et de coordonner les programmes de recherche. D'un côté, les campagnes de fouilles et d'études, plusieurs dizaines d'opérations, une grosse centaine. D'un autre, les opérations de séminaires, de rencontres et de colloques qu'il faut programmer sur l'ensemble de l'année. Une grande partie de cette activité scientifique est réalisée par les membres de l'école, dont le groupe a été renforcé en 2013 par l'arrivée de 3 nouveaux, Anna Canavo et Ludovic Telli, qui vont travailler à Chypre, ainsi que Yanis Kaliantzis, qui doit travailler en Béotie. Les membres, outre leur activité de terrain que nous verrons dans la suite de l'exposé, participent à la vie scientifique de l'établissement activement, en organisant par exemple l'atelier des jeunes chercheurs, qui se produit à l'école une fois par mois, le dernier ayant eu lieu hier, et qui présente des états de recherche en cours par les auteurs de cette recherche eux-mêmes. En 2013, l'école a sollicité 5 autorisations de fouilles et une centaine d'autorisations d'études. Je dirai un mot des premières et passerai rapidement nécessairement sur les secondes. À Dikilitash, vous avez à l'écran les 5 autorisations, Dikilitash, Thasos, Delphes, Kyra et Dréros. À Dikilitash, en Macédoine orientale, on a poursuivi en 2013 l'exploration des vestiges d'habitats néolithiques
sur un secteur déjà ouvert dans les années antérieures. L'objectif principal de la fouille était de dégager intégralement ce qui subsiste d'une maison, appelée la maison 1, qui date de la fin du Néolithique récent 2, vers 4200 avant Jésus-Christ. L'intérêt de cette fouille, c'est la couche de destruction qui clôt cette maison et qui a continué de livrer des quantités impressionnantes de mobilier. Les vestiges botaniques sont toujours aussi abondants, fruits, blé. Une jarre remplie de pépins de raisin a été découverte dans ce même contexte. Plus de 300 objets de parure, perles en pierre, pendentifs, astragales, ou pièces de matières premières destinées à la fabrication des pendentifs, s'ajoutent aux quelques 1200 pièces découvertes en 2012. Une quinzaine de nouveaux récipients en tout genre, dont un grand pot à colle à décor noir sur rouge, quasi intact, viennent compléter le tableau. Au total, cette maison constitue un ensemble tout à fait exceptionnel. Elle a livré plus de 45 récipients en terre cuite, allant de la tasse miniature à la jarre de presque 1 mètre de haut. Un groupe de 5 coupelles pourrait même représenter les outils d'un peintre sur vase, car 2 des coupelles semblent avoir contenu des matières colorantes, l'une du graphite, l'autre de l'oxyde de fer. À Thasos, l'EFA a ouvert, en partenariat, et c'est un nouveau partenariat, avec l'Université de Bucarest, une fouille sur le site de Sotiras. Repéré en 1990, le site avait déjà fait l'objet d'une campagne topographique en 2012. Les données préliminaires laissaient envisager la présence d'un atelier de production amphorique, et c'est toujours un des contextes très intéressants pour les archéologues à explorer. Une série de sondages réalisés en 2013 ont permis de mettre au jour un bâtiment avec 2 états, un état du IVe siècle de construction et un deuxième état du 1er siècle avec une destruction au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le moment de la destruction définitive du bâtiment est mis en évidence par une couche massive constituée de restes tassés en provenance de la toiture de la maison, et c'est l'une des premières fois où nous avons une toiture en place avec une grande partie des tuiles qui portent un timbre de fabrication et qui vont nous permettre d'étudier ce type de couverture. Au total, il semble qu'on ait affaire à un édifice isolé de dimension moyenne dans la campagne thasienne, et au vu du paysage archéologique de l'île, tel qu'il a pu être constitué grâce aux prospections antérieures, il pourrait s'agir plutôt d'une ferme agricole et non pas d'un atelier. À Delphes, on a poursuivi en 2013 l'étude de la ville qui se déployait tout autour du sanctuaire d'Apollon. L'objectif essentiel de la mission était la suite de l'exploration du côté est du sanctuaire, dans une zone située entre le sanctuaire et la fontaine de Castalie. L'exploration a comporté une campagne d'inventaire des murs, encore visibles dans les terrasses, une campagne de prospection géophysique pour essayer d'examiner ce que le sous-sol pouvait recéler, ainsi qu'une fouille au nord de la terrasse d'Atal que vous avez sur l'écran dans le dessin qui se trouve en bas, dans cette zone qui est ici. Les résultats obtenus par la prospection permettent d'ores et déjà d'observer la logique d'ensemble des circulations tout autour du sanctuaire, l'articulation des rues, des escaliers et des portes du mur de péribole, c'est-à-dire du mur d'enceinte du sanctuaire d'Apollon. On a adapté les circulations au terrain sans chercher à imposer un urbanisme orthonormé comme dans d'autres villes, quel que soit l'état du relief. Les rues dont on commence à deviner le tracé devaient rejoindre les portes du péribole et nous travaillons sur l'articulation, l'antériorité des portes du péribole sur les rues ou la nécessité d'ouvrir le péribole pour permettre la circulation à des rues préexistantes. Ce sont des sondages stratigraphiques qui le permettront cette année. La campagne de 2013 avait également pour objectif une première approche d'une zone qui se trouve plus au nord et dans laquelle se trouve la forteresse dite de Philomélos. La campagne avait pour but d'explorer cette fortification sur les ponts rocheux qui dominent le stade du côté ouest. L'étude a pris la forme d'une prospection pédestre organisée en fonction des différentes terrasses actuellement visibles sur le site. La découverte de nouveaux tronçons a permis de préciser le plan de la fortification et dans 1 an ou 2, nous pourrons proposer une histoire de la cité de Delphes autour du sanctuaire d'Apollon, qui est la cité étant la grande absente dans son histoire urbaine de l'histoire actuelle de Delphes. Enfin,
Dans le cadre d'une opération de sécurisation du site et d'aménagement, l'école française d'Athènes a mené, dans le sanctuaire même d'Apollon, à la demande de l'Éphorie, une opération d'enlèvement de blocs pesant plusieurs tonnes et placés dans un équilibre instable au-dessus du portique ouest, où l'école justement développe des recherches dans cette zone. À Kyra, en collaboration avec l'Éphorie, on a conduit en 2013 une première mission de prospection géomorphologique et paléo-environnementale. 3 thématiques avaient été retenues, c'est la plaine donc est en contrebas de Delphes, l'étude des variations des niveaux marins depuis 15 000 ans, 3 thématiques avaient été retenues, oui, l'étude des variations de niveaux marins depuis 15 000 ans et des paléographies littorales successives, l'étude des dynamiques alluviales, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe sur le bord de mer et en même temps ce qui se passe sur la terre avec la circulation de l'eau qui descend depuis les montagnes derrière, et l'étude des pollens pour la reconstitution des courbes climatiques régionales en fossiles. Une mission océanographique est venue compléter l'ensemble pour permettre l'établissement de la ligne de côte et l'étude en particulier du rapport entre le site de Kyra, qui aujourd'hui est un peu à l'intérieur des terres, et le bord de mer. Pour compléter, les résultats préliminaires confirment que la plaine d'Itéa se jetait dans un lac d'eau douce sous la forme d'un delta. Les profils qui ont été obtenus ont permis de mettre en évidence d'anciennes plages de sable submergées jusqu'à 70 mètres de profondeur. Selon toute vraisemblance, il s'agit de plages qui datent du début de l'Holocène. La reconstitution des dynamiques environnementales dans la plaine d'Itéa a été abordée selon 2 méthodes principales, dont l'une qui est présente ici à l'écran, la réalisation de carottage. Les premiers résultats, là aussi, permettent de mettre en évidence que les 2 fleuves qui traversent la plaine, le fleuve Ilétos et le Pleistos, ont été bien plus larges et puissants et mobiles qu'aujourd'hui. La présence, autre résultat intéressant, la présence de très faible résistivité associée à des niveaux salés trouvés dans les carottes se retrouve dans près de la moitié de la plaine, ce qui indique une large pénétration de l'eau de mer à des périodes anciennes dans la plaine d'Itéa. L'étude préliminaire des carottages a permis de mettre en évidence d'anciens niveaux marins dans la partie aval de la plaine. 6 forages ont mis en évidence des sédiments marins sous le niveau de base du Tel. Le contact entre les sédiments marins et les sédiments fluvatiles, plus récents, reste à dater, mais il est d'ores et déjà acquis que le site de Kyra était entouré d'eau de mer à l'époque préhistorique et pas du tout dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le site était vraisemblablement implanté sur une langue de sable littorale ou au beau milieu d'une lagune, les pieds dans l'eau. Autre collaboration, cette fois-ci en Crète, à Dréros, sur un ancien site fouillé par l'École française d'Athènes et l'Éphorie de Crète de l'Est. C'était la dernière année du protocole de collaboration avec l'Éphorie de Crète de l'Est, représentée par Mme Vasso-Zografaki. Les efforts de cette dernière campagne ont été concentrés d'une part sur l'agora, photo du haut, et d'autre part sur la maison qui se trouve dans le secteur 5, à proximité d'un four à chaud récent, situé sur la pente nord du site. À l'agora, le déplacement complet d'un très large et très haut pierrier installé sur la bordure ouest a permis de mettre enfin au jour l'ensemble des constructions qui marquent la limite occidentale de la place, tandis qu'un nouveau nettoyage approfondi des vestiges au sud, qui avait été dégagé en 1932 et 1936, a fait apparaître de nouveaux degrés de cette agora, qui est aujourd'hui considérée comme une des agoras les plus anciennes de l'histoire de Grèce. L'agora se présente aujourd'hui comme un vaste ensemble monumental en forme de gamma, composé de 2 branches, au sud et à l'ouest, formant un angle ouvert et muni de degrés construits en pierre de 2 à 5 niveaux sont conservés aujourd'hui. L'ensemble présente plusieurs phases de construction, la plus récente étant du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc de l'époque hellénistique, dernière phase de modification de l'agora. Dans l'angle de ces gradins, cette agora en gamma, se trouvent les vestiges d'un accès monumental qui permettait de passer de l'agora au temple fouillé par Marinatos, qui se trouve juste au sud, et à la citerne fouillée par De Margne, à peu près à la même époque. Au pied de cet escalier a été découvert un fragment d'inscription archaïque, que vous voyez ici à l'écran, mentionnant la présence d'une tombe, ainsi que des fragments d'un décor de zigzag en blocs de calcaire, appartenant peut-être à l'élévation du temple fouillé par Marinatos.
Sous les degrés méridionaux, c'est la diapositive, la photo qui est à gauche ici, 2 puits comblés antérieurs à la citerne, situés quelques mètres plus haut, ont été découverts. Ils sont datés de l'époque archaïque et seraient un des premiers aménagements de cette agora. La campagne 2013 a donc renouvelé complètement la compréhension de l'ensemble monumental de l'agora et un nouveau protocole est en préparation pour poursuivre cette exploration. Dans la zone en contrebas, sur la pente nord, la zone 5 où se trouve la maison, on a poursuivi le dégagement d'une grande maison hellénistique découverte en 2010. Seules les pièces à l'ouest ont pu être fouillées en raison de l'encombrement provoqué par des blocs de taille souvent considérable tombés des murs. Dans la pièce la plus au sud, les murs sont conservés sur presque 2 mètres de hauteur. La moitié d'une pièce magasin et la seconde moitié d'une pièce de réception ont été dégagées. La pièce de réception, c'est la vue qui est ici à gauche, est munie d'un sol dallé, d'un caniveau couvert, d'un foyer central et de 2 bases de colonnes. Cette pièce a livré peu de matériel, mais un matériel significatif composé de fragments d'amphores à vin et de canthares à vernis noir. La pièce juste à côté, dont on a commencé le dégagement au sud, a livré entre autres 5 pitos entiers, de grands vases de stockage, dont un avec un décor en relief de style orientalisant, ainsi que plusieurs vases à boire de céramique fine. Il s'agit donc probablement ici d'une pièce de stockage de la maison. Il ne fait pas de doute, et l'ensemble est daté d'époque hellénistique, avec une couche de destruction qui est datée du début du IIe. Il ne fait pas de doute maintenant que l'époque hellénistique a été une phase importante de l'histoire d'Odreros, qui était jusqu'ici inconnue. Cette phase est aussi mal connue en Crète de l'Est, et elle paraît avoir été très riche dans l'histoire du site d'Odreros. Elle fera donc l'objet, là encore, d'une poursuite de recherche dans le prochain protocole. On quitte la Grèce pour passer en Albanie, dans le sud de l'Albanie, où l'école française mène depuis 20 ans des recherches en collaboration avec l'Institut archéologique de Tirana et avec le soutien actif du ministère des Affaires étrangères français. Plusieurs opérations de terrain ont été menées dans le bassin de Gorce, près de Soviane, au sud du lac de Prespa, à l'emplacement de l'ancien lac Malik. Là encore, des carottages et une étude géomorphologique accompagnée de prospection permet de rassembler la documentation pour dater et étudier l'histoire de l'occupation de cette zone en bordure du lac. Une 7e et dernière campagne de prospection s'est déroulée pendant tout le mois de septembre dernier et a permis d'établir une carte d'occupation archéologique sur une surface de 23 km². 4 sites ont pu être repérés et datés par la céramique ramassée à cette occasion. Ils montrent une longue occupation allant de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer jusqu'à la période ottomane, probablement sans interruption. À l'issue de cette prospection diachronique, on dispose d'une vision plus précise de la nature et de la densité des installations humaines qui, de la préhistoire à l'époque moderne, ont occupé toute la partie nord du bassin de Gorce, et ces recherches permettent évidemment d'établir des cartes archéologiques qui couvrent l'ensemble du patrimoine archéologique de cette région. Le matériel est maintenant en cours d'étude pour publication. Passons maintenant aux campagnes d'études. Les campagnes d'études ont été cette année encore très nombreuses. Elles ont été effectuées sur l'ensemble des sites sur lesquels l'école travaille traditionnellement depuis de très nombreuses années. À Délos, plus de 19 équipes se sont succédées, à Delphes 13 équipes, à Argos 10 et à Thasos 9. Il est impossible, vous le comprenez bien, de les mentionner toutes ce soir. Je retiendrai cependant les exemples suivants qui concernent plutôt les vestiges, laissant de côté les études de mobilier qui feront l'objet de publications prochaines. À Delphes, au pied du Montparnasse, le site est connu pour ses résurgences et ses sources. La plus fameuse d'entre elles étant évidemment la fontaine Castelli. La présence abondante de l'eau sur le site a causé bien du souci aux premiers occupants qui ont cherché à la fois à la stocker et en même temps à l'évacuer, tout en protégeant les monuments construits sur la pente. L'étude géomorphologique menée dans la plaine de Kyra, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en contrebas, a montré que la dynamique des paysages repose sur la dynamique des torrents issus du Montparnasse juste derrière. Et cette dynamique, évidemment, travaille jusqu'à la côte. Il était donc logique d'examiner cette question dans la zone du sanctuaire d'Apollon, juste au-dessus. On a dressé l'inventaire des vestiges liés à la gestion de l'eau, citernes, hydragogues, canaux, etc.,
Ils ont été cartographiés et photographiés. Cet inventaire permettra d'étudier comment les anciens ont géré les abondantes ressources en eau, qui constituaient aussi un risque majeur pour la stabilité des nombreux monuments. Il va de soi que cette étude permettra aussi d'examiner et de traiter des problèmes que le site connaît aujourd'hui dans la gestion des eaux souterraines. À Délos, l'école a engagé un programme d'études sur les établissements commerciaux du front de mer. Une recherche récente a en effet montré que sur plus d'1 kilomètre, l'île présentait un ensemble remarquable d'équipements dédiés au commerce. On connaissait Délos pour le sanctuaire d'Apollon, pour la ville qui présente de ses nombreuses grandes maisons décorées de mosaïques, pour son port aussi, son port sacré en particulier. Mais les monuments consacrés spécifiquement au commerce n'ont jamais fait l'objet d'une étude systématique, alors que nous savons par les textes que Délos était une des grandes cités connues pour son commerce. Ces équipements sont pourtant nombreux. Par exemple, sur l'agora de Théophrastos, qui fait l'objet de la reconstitution aquarellée du bas, sur cette agora se trouve rassemblée une salle hypostyle de la fin du IIIe siècle, avec plus de 1800 mètres carrés couverts dédiés aux négociations, et des marchés circulaires dans la partie gauche de l'image, des marchés circulaires à ciel ouvert servant à la vente aux enchères, en particulier d'esclaves. On dispose aussi à Délos de nombreux magasins qui étaient déjà plus connus mais qui ont fait l'objet d'une analyse, en particulier de leur aménagement intérieur, très poussé. D'un intérêt scientifique indéniable, cet ensemble est aujourd'hui menacé, en particulier par l'érosion marine et éolienne et la montée du niveau de la mer qui est sensible à Délos. Des vestiges qui auparavant étaient en terre ferme ont aujourd'hui les pieds dans l'eau. Des mesures d'urgence ont été prises avec des interventions ponctuelles pour retenir les murs et éviter leur effondrement, mais une intervention d'ensemble est nécessaire, dont l'ampleur nécessitera des financements internationaux, puisqu'il s'agit évidemment de plusieurs centaines de mètres carrés de vestiges qu'il faut préserver. Enfin, à Chypre, à Amathonte, où l'école travaille depuis 1975 avec le soutien actif du ministère des Affaires étrangères, on peut signaler la reprise de l'étude du port de la cité, dont la publication est prévue pour 2015 pour commémorer l'anniversaire de l'ouverture de cette fouille. Il s'agit d'un port du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'un des mieux conservés à Chypre, dont on peut reconstituer avec précision la fabrication par les ingénieurs anciens. Vous avez une maquette réalisée par l'architecte de l'école Tony Kozel pour montrer la fabrication du port à l'époque hellénistique. Dans le cadre de la reprise des travaux à Amathonte, avec l'arrivée de 2 nouveaux membres, 2 projets de terrain ont été préparés en 2013 et ont commencé à recevoir un début de réalisation en 2014. L'un sur la question d'un éventuel port intérieur et de l'articulation entre le port bientôt publié et l'agora qui se trouve juste derrière. L'autre projet porte sur la mise en place d'un système d'information géographique propre à Amathonte et qui intégrerait ici la totalité des vestiges découverts depuis les premières fouilles au XIXe siècle. L'École française d'Athènes, en 2013, s'est aussi préparée à une commémoration importante pour un site capital dans le nord de la Grèce, le centenaire des fouilles de Philippe, qui aura lieu les 24 et 25 octobre 2014, en partenariat avec les éphories de Kavala, le musée byzantin de Thessalonique, l'Université d'Athènes et l'Université de Thessalonique et la Société archéologique. Des expositions, un colloque et un album exploitant les photos d'archives issues des archives de l'École française d'Athènes, mais aussi du fonds Collard à l'Université de Lausanne, sont en cours de préparation et sortiront très prochainement. Vous avez ici un ensemble de ces archives tout à fait étonnantes qui retracent non seulement l'histoire de la fouille, mais aussi l'histoire du nord de la Grèce dans l'entre-deux-guerres, qui est un ensemble documentaire vraiment d'une première importance. Dernier aspect de l'activité de l'école française en 2013, et l'aspect qui n'est pas le moindre, l'organisation de rencontres, séminaires ou colloques sur des thèmes liés à l'hellénisme, des origines à nos jours, conformément à la mission originale de l'établissement tel qu'il a été fixé en 1846. Je ne vais pas bien sûr là non plus détailler ce très riche programme qui a nourri toute l'année 2013. Je rappelle seulement la tenue de nos séminaires mensuels en numismatique et en épigraphie, parce que c'est l'occasion de partenariats nourris
avec par exemple l'école belge, l'université d'Athènes, le musée numismatique, l'école anglaise, la société grecque d'épigraphie et le musée épigraphique. Plusieurs colloques ont été organisés, dont en particulier en septembre, le grand colloque international de l'association professionnelle des spécialistes de la peinture antique qui se sont rassemblés à l'école française et qui ont été aussi reçus ici à l'Institut français de Grèce. Dans le domaine de l'histoire contemporaine, l'école est partenaire du séminaire ouvert d'économie organisé par l'Université d'Athènes et l'Université du Pandion. Et l'école co-organise à Paris, c'est une de nos activités, je dirais, hors les murs. Elle co-organise à Paris un séminaire commun avec l'INALCO, la prestigieuse Histoire de langues orientales, l'Institut français d'études anatoliennes, qui est installé à Istanbul, mais qui participe à ce séminaire avec nous, et l'école et le HESS, qui est installé à Paris. Ce séminaire porte sur les sociétés urbaines méditerranéennes et permet de rassembler la communauté des chercheurs français qui travaillent sur la Méditerranée orientale et sur ces questions des villes modernes. Le programme de recherche sur les relations culturelles et politiques entre Athènes et Paris 1945 et 1975 a été marqué en 2013 par la tenue d'un séminaire mensuel organisé avec le Centre de recherche nationale grec et l'École française d'Athènes sur littérature et politique avec des invités prestigieux comme Vassilis Alexakis ou Titios Patrikios, ainsi que des séminaires consacrés à des auteurs et des intellectuels français comme Paul Éluard et François Mauriac et d'autres dans leur rapport avec la Grèce. Mais l'année était aussi marquée par l'organisation, toujours avec l'Institut français de Grèce, d'un colloque sur ce mythique bateau du Mataroa qui a emporté en 1945 en France, à l'instigation d'Octave Merlier et Roger Miliex, une génération d'étudiants grecs, parmi lesquels, comme vous le savez, l'architecte Georges Kandilis, le peintre Constantin Vyzantios, le sculpteur Koulentianos, les philosophes Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis et beaucoup d'autres. Cette journée a eu un succès considérable, l'événement de ce bateau étant un événement emblématique de l'immédiate après-guerre. La section moderne et contemporaine a organisé plusieurs colloques en partenariat, dont l'un sur l'utilisation du patrimoine dans la construction des identités politiques dans les Balkans, en partenariat avec l'école anglaise, et un autre sur la recherche sur le monde arabe moderne et contemporain en Grèce. C'est un domaine qui est peu pratiqué, peu exploré, mais où il y a énormément à faire, comme l'a montré ce colloque. Pour mieux articuler les recherches entre ces deux sections, la section antique et la section contemporaine, l'école a fait un effort particulier en 2013 pour susciter et accueillir des rencontres de spécialistes en histoire de l'archéologie. Ont été ainsi traitées la réception de la découverte de la Crète minoenne au XXe siècle, colloque intitulé Crétomania, organisé en novembre, qui a eu un succès important auprès du public. La biographie du grand helléniste français et ancien membre de l'école française d'Athènes, connu pour ses travaux sur Homère, Victor Bérard, replacé cette fois-ci non pas dans l'archéologie homérique, mais dans le contexte politique de l'Europe entre 1870 et 1914. Et pour ne pas rester dans une perspective trop franco-française, ont été aussi étudiés les rapports de Wilhelm Humboldt avec la Grèce antique et moderne, dans un partenariat avec l'École normale supérieure à Paris. Voici donc, avec ces quelques images, un résumé de l'activité de l'École française d'Athènes en 2013. Malgré les temps difficiles que traverse la Grèce et que la France aussi traverse, l'établissement maintient un haut niveau d'activité. Ce n'est possible, il faut le dire et le redire, que grâce aux collaborations entre les chercheurs, aux partenariats entre les institutions et surtout au soutien d'amis fidèles. Je vous remercie pour votre attention. Il est temps maintenant de passer la parole à notre illustre invité. Il n'est pas nécessaire, évidemment, de présenter longuement Jean-Luc Martinez. En devenant le président du Louvre, il a accédé à une notoriété mondiale. Mais il est utile, cependant, de rappeler que s'il est ici ce soir, c'est au titre de sa fidélité à la Grèce et de son amitié pour l'école. Jean-Luc Martinez a été en effet membre de l'école de 1993 à 1997.
Il a passé de longs mois dans les apothèques de sculpture des musées grecs, qu'il connaît très bien, en particulier les apothèques du musée de Delphes. Mais ce soir, c'est d'une sculpture grecque bien particulière dont il va nous parler, une sculpture que notre collègue et ami Dimitris Matsas, effort en charge de l'île de Samothrace, qui est ici présent avec nous, connaît bien lui aussi et en apprécie le destin. Je cède donc la parole à Jean-Luc Martinez et le remercie encore une fois d'être présent avec nous ce soir.